Faut pas se dire, il y a plein de gens qui parlent de ce problème, donc il y a de l'argent dedans. Non. Ça, c'est vraiment la grosse leçon de l'entrepreneuriat. J'ai une particularité, c'est que je n'ai jamais commencé quelque chose. J'ai même dit à mon père que je voulais pas être entrepreneur. Alors, c'est pour ça que je n'ai aucune admiration pour les idées. Tout ça sert à rien, tout le monde a plein d'idées. Du jour, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, l'une des choses que moi j'aimais le plus, c'était aller dans la profondeur des choses et le partager aux autres. Il me dit, donc moi, voilà, là, je lance une application de VTC pour faire compétition à Yango. Je lui ai dit, petit, pourquoi? En Afrique, c'est plus dur de lever des fonds. Il faut juste l'accepter. On s'en fout des idées. On regarde ce que tu fais comme chiffre, ce que tu fais comme résultat. Ton autre ressource importante, c'est tes équipes. Donc, bonjour, je suis Moulay Tabouré, cofondateur et CEO de Anka et amuseur public sur Entrepreneur Startup Africa et je suis dans l'entrevue. Aujourd'hui, nous allons recevoir Moulay, qui est un entrepreneur dans le milieu du numérique et qui a créé Anka. C'est le rebranding de Africrea que vous connaissez et qui est une solution qui vous permet de pouvoir monétiser vos produits et de pouvoir les exporter vers l'étranger. Depuis l'Afrique, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes dans le milieu du commerce numérique ont eu recours à son entreprise pour pouvoir essayer de scaler et d'améliorer leur chiffre d'affaires. Il est parmi nous et aujourd'hui nous le recevons dans l'entrevue. Bonjour Moulay. Salut, comment ça va, Ifi? T'as vu mon intro? Ouais, c'est très gentil. Tu as essayé, hein? Ouais, non, franchement, merci beaucoup. J'apprécie en plus, pour une fois, tu es partie des rares personnes qui ont introduit ce que je fais et l'impact que ça a eu plutôt que les levées de fonds et les choses habituelles qui amusent la galerie. En plus, c'est vrai que tu t'y connais très bien en levée de fonds. Ouais. Tu as fait une formation avec Irao? Oui, exactement, parce que c'est vrai que j'ai un peu une responsabilité, parce que jusqu'à il y a 2 ans, quand Jamo nous a dépassés, on était ceux qui avaient levé le plus dans la région. Ah ouais. Et Dieu merci, maintenant c'est Jamo qui a cette couronne et la responsabilité. Et en fait, je me suis rendu compte que le pire, et même aujourd'hui, quand j'étais hier à l'événement Togo IT Days là, qui m'a fait venir à Lomé, j'ai rencontré des start-upers qui ont la conviction, enfin je pense même la peur, en fait, qu'il n'y ait plus de possibilité de lever, ou que ce soit quasiment impossible de lever si tu es en Afrique, des fonds en tant que start-upper. Et je leur ai expliqué que c'est faux. Au contraire, il y a trop de capital par rapport au nombre de sociétés créées. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tout le temps des investisseurs, factuellement, toutes les semaines quasiment, qui m'écrivent en me disant « Est-ce qu'il y a des bonnes boîtes dans lesquelles on peut investir ?» Mais c'est fou parce que en Europe, aux États-Unis, en Asie, on voit que ça bouge énormément dans cet écosystème-là. Mais on a l'impression que chez nous, en Afrique, je ne sais pas si je dirais des mécènes, ou bien des sponsors, ou bien des donateurs, peu importe, sont peu friands pour pouvoir faire confiance aux startups africaines. Alors, ce que tu dis est à moitié vrai, c'est-à-dire que si tu prends la logique, là tu as écrit mécènes, c'est des individus. En fait, si tu prends un individu lambda, c'est clair qu'on a moins de capital de gens lambda qui investissent dans les sociétés. Simplement parce que la plupart des gens ont eu leur capital de façon singulière, c'est-à-dire qu'ils ont fait des appels d'offres, ils ont gagné beaucoup d'argent en un coup, et ils veulent le sécuriser sur le long terme. C'est pour ça qu'on surindexe sur l'immobilier, par exemple. Beaucoup de gens, dès qu'ils ont de l'argent, la première chose qu'ils font, acheter des terrains, acheter un immeuble. Donc en fait, en tant qu'investisseur, simplement, ce que les gens regardent, c'est les gens pensent toujours à « il faut que j'ai de l'argent de particuliers qui ont beaucoup d'argent ». Les gens pensent aux gens fortunés qui investissent. Ok. C'est vrai, c'est quand même l'une des façons les plus faciles quand un individu de trouver du capital, mais en Afrique, c'est vrai que nos personnes riches, d'abord parce que tu peux les comprendre souvent, c'est des personnes qui ont eu de l'argent de façon assez singulière, comme j'aime dire, en une fois, qui veulent le sécuriser, donc ils surindexent sur l'immobilier. C'est leur premier réflexe quand ils ont de l'argent. C'est un investissement beaucoup plus safe. Et ils n'ont pas l'éducation, et pour leur défense, ils n'ont pas l'expérience de boîtes qui se revendent et leur rapportent beaucoup d'argent. Ouais. En fait, et c'est un effet d'entraînement. Plus il y aura des startups qui auront élevé et exité, donc c'est les 2 parties importantes. Tout le monde célèbre les levées, mais il y a beaucoup moins de questions, en tout cas beaucoup moins d'occasions où les gens entendent « Ah, en fait, j'ai mis de l'argent dans une startup et j'ai récupéré X fois mon argent. » Alors que dans l'immobilier, tu l'entends tout le temps. Donc tu vois, c'est ça le problème. Et en plus, la réalité, c'est qu'en tant qu'être humain, un investisseur lambda, c'est pas un professionnel, c'est plus rassurant. Un immeuble, il le voit. Il l'a, il sait qu'il peut le vendre si à tout moment. Clairement, oui. Alors qu'une start-up, il n'en sait rien, il ne voit pas ce que ça fait vraiment, il ne comprend pas à peine ce qu'on fait. La moitié d'entre nous, là, dans le numérique, comme tu dis, personne ne voit ce qu'on fait. C'est pas
tangible pour beaucoup de gens. C'est pas tangible, bien sûr. C'est difficile de les convaincre d'y aller. Après, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un de mes investisseurs initiaux, qui est d'ailleurs l'un des seuls, celui qui a mis au tout début chez nous, à qui j'ai déjà rendu son capital x10, parce que quand on a levé de l'argent, lui, il est sorti. Donc lui, il est très content. Il peut chanter mes louanges, etc. Lui, il m'expliquait, Moulay, un autre point par contre qui est vrai, c'est qu'il disait que le marché africain, comme la plupart des marchés au monde, à part les États-Unis, n'est pas bien conçu pour le capital. Et il m'expliquait qu'en fait, le problème, c'est que la raison pour laquelle les États-Unis, le venture capital marche aussi bien, que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est le seul pays où les retraites des gens sont capitalisées. Ce que ça veut dire, c'est que tout l'argent que les gens payent ou économisent pour leur retraite future, aux États-Unis, c'est le seul pays quasiment au monde où en fait cet argent est utilisé pour être investi dans le capital privé. C'est pour ça que leurs marchés boursiers sont aussi liquides. C'est pour ça que les capitaux donc, d'investisseurs sont aussi larges et qu'il y a autant de fonds qui investissent. Mais même en Europe, ou pire, en Chine, ce n'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que le montant total dont disposent les fonds n'est pas aussi élevé qu'aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de riches vieux aux États-Unis. Aussi, alors c'est plus une cause qu'une conséquence de ça. Ok, d'accord, ok. Si tu as beaucoup de gens vieux qui cotisent, ça fait plus de capital à investir. Mais la plupart des pays, malheureusement, les capitaux des retraites ne sont pas normalement tous gérés dans le privé. Ça reste assez souvent dans le public ou épargnés de façon générale, utilisés par l'État ou d'autres formes de capitalisation. Donc ça fait qu'effectivement, en Afrique, mais c'est pas qu'en Afrique, partout ailleurs, c'est plus dur de lever des fonds. Il faut juste l'accepter. Parce que nous, on lève des fonds en tant que start-up, mais les gars qui nous donnent des fonds, les fonds d'investissement, eux, ils lèvent aussi avec quelqu'un. Ce qu'on appelle des limited partners, des LPs. Donc c'est dur à tous les niveaux de la chaîne. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Maintenant, quand on prend au point de vue de l'individu, toi, tu es un start-upper demain, tu viens me voir, je te dis, il y a beaucoup de gens qui veulent investir, il y a plus de gens qui veulent investir dans les startups que je ne connais de start-upers qui sont légitimement à la hauteur d'être investis. Oui. Et ça, je parle de mon expérience personnelle, mais tous les gens dans l'écosystème qui sont depuis un moment comme moi, c'est plus de 10 ans qu'on fait ça. Le problème qu'on a, c'est pas qu'il n'y a pas assez de capital. C'est qu'il n'y a pas assez de startups qui réussissent à arriver au niveau où c'est digne d'être investi dedans. Et quand les gens me demandent le niveau, je dis souvent dans la formation Kirao, on est rentré en très long détail. J'en ai fait une autre maintenant avec SOA où en plus de la formation technique des vidéos, je fais de l'accompagnement. Mais le point principal que j'ai souvent aux gens, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des métriques à atteindre. Quand tu fais une start-up, tu ne le fais pas juste parce que l'idée est bonne. L'idée, on s'en fout. Personne n'investit dans les idées. Personne. Nulle part. Il faut oublier ça. L'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. Exactement. Jacques Seguela. Ah, Jacques Seguela qui a dit ça? Oui. Ah bon tonton. Tu me donnes des très bonnes références. Mais voilà. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. On s'en fout des idées. On regarde ce que tu fais comme chiffre, ce que tu fais comme résultat. Et j'aime bien rappeler aux gens, c'est public. Hein. Tu vas sur Google, tu tapes Growth Startup Benchmarks, tu as les benchmarks de startup. Quel est le niveau de croissance? Le plus simple, c'est de se dire, il faut faire à peu près 20% de croissance composée par mois sur plus de 6 mois. Et sur une métrique importante. Genre, si c'est ton nombre ton chiffre d'affaires, c'est l'idéal. Si c'est ton nombre d'utilisateurs, c'est pareil. Oui. Mais 20% composé par mois, ça veut dire qu'il faut que tu doubles au moins tous les 3 à 6 mois. En croissance. Si tu ne doubles pas tous les 6 mois, c'est pas la peine. Tu n'es pas encore à la croissance qui mérite d'être investi. De rentabilité. Voilà. Ouais. C'est même pas de la rentabilité, c'est un autre débat encore. La rentabilité, c'est quand tu es une société PME normale, tu fais de l'argent pour ta rentabilité. Mais si tu es une start-up, tu fais de l'argent pour ta croissance. Parce que quand tu crois, c'est là où les gens se disent ça vaut la peine de donner de l'argent à ce gars pour qu'il le brûle, parce qu'il deviendra suffisamment gros un jour pour pouvoir monétiser. Ok. Mais c'est pas ce que les gens ont en tête. Tout le monde pense que c'est une question de est-ce que l'idée est bonne. Donc tout le monde pense que c'est un exercice de conviction. Alors que non. C'est un exercice d'exécution. Et quand tu as bien exécuté, là, derrière, les gens vont être convaincus. Mais c'est d'abord ça. Tu me rappelles la dernière actualité, tu connais OneSelf aux États-Unis? Non, c'est... OneSelf, c'est une entreprise... Oui, de coding. De coding. De vibe coding, comme ils s'appellent. Vibe coding. Exactly. Et j'ai adoré, en fait, ce qui s'est passé tout récemment avec... je crois il devait être racheté par... D'abord, il devait être racheté par OpenAI. OpenAI, exactement. Sam Altman avait misé 3 milliards. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas vite fait. Ouais. Plus tard, il y a Google qui rentre dans l'équation, qui rachète le personnel. Les fondateurs d'abord, ouais. Il rachète plutôt l'équipe, le cerveau en fait. Le boarding. Le boarding, exactement. Voilà. Il rachète le boarding dont un certain monsieur Varouche, je ne sais pas. Désolé si j'écorche le nom. Varouche, Mourach, quelque chose comme ça. Et il rachète le boarding pour 2,4 milliards. Du coup, il reste
L'équipe, ils sont près de 200, je crois. Ouais, ils sont nombreux. Et c'est là qu'intervient certain Jeff, quelque chose, je crois, qu'ils ont déniché pour pouvoir être leur nouveau leader. Donc lui, il occupe la tête et il se dit où est-ce qu'il va trouver des bons éléments, en fait, de bons marketeurs, etc., pour remplacer ceux qui étaient partis et s'ajouter aux 200 qui restaient pour former le nouveau. Donc du coup, je crois, il a trouvé ça chez Cognition, chez une boîte qui s'appelait Cognition, je crois. Cognition AI, ouais. Oui, je crois que c'est bien ça l'histoire. Et à partir de là, ils ont reconstitué en fait la nouvelle boîte. Mais finalement, je ne sais pas s'ils ont fini par collaborer avec OpenAI. Alors, je crois pas. Ils ont un accord avec Google qui est un peu mieux parce qu'ils ont quand même tenu compte du fait. Beaucoup de gens se sont plaints du fait que les fondateurs, ceux qui sont partis, donc les dirigeants, ont eu un super deal avec Google, mais ont laissé sur le carreau leurs employés. Bien sûr. Et après, finalement, ils ont pu trouver un accord là récemment où à peu près tout le monde y gagne quelque chose dans ce rachat parce qu'il y a une licence qui est faite. La société est en fait toujours dans l'exploitation de la solution que Google possède. Enfin, c'est un mix compliqué. Mais ce qui est important, je pense, de retenir dans ce que tu dis, c'est qu'à la fin de l'histoire, moi, ce que j'ai dit d'ailleurs dans la conférence que j'ai fait avec Otogo IT Days, c'est que je disais, à la fin de la journée, ta croissance est une fonction de deux choses. C'est ton marché. Et ça, c'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de marchés qui ont l'air larges, mais qui sont peu profonds, qui n'ont pas beaucoup de valeur. Tu as plein de problèmes en Afrique dans lesquels il n'y a pas de marché, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Mais du coup, il y a beaucoup ce même mécanisme qui a été fait avec OneSurf, ici en Afrique. Hein, on récupère ton personnel. Je crois qu'il y a un nom à ça, Acquire Hire, exactement. Un truc comme ça. Et ça, donc, ça montre ton autre ressource importante, c'est tes équipes. En fait, les gens parlent beaucoup en startup de product market fit. Moi, j'aime bien rappeler que le plus important, c'est le team market fit. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu as la bonne équipe, tu peux changer de marché. Mais c'est même si tu as un super marché, alors la théorie de la startup dit quand tu as un bon marché, même si l'équipe est nulle, ça fera un truc potable. C'est vrai. Mais si l'équipe est géniale et qu'elle est sur un marché nul, ce sera toujours nul. Toujours nul. Donc le marché always win. C'est ce que disait Anderson, ce que lui dit. Moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas en Afrique, c'est que la chance qu'on a, c'est qu'il y a plein de marchés qu'on peut adresser. Le problème, c'est que souvent, les entrepreneurs ont tendance à s'obstiner sur les marchés sexy. Sur les trucs qu'eux connaissent, qu'eux peuvent expliquer aux gens. C'est-à-dire que je ne peux pas te raconter le nombre de fois où j'ai eu des développeurs qui viennent me dire « Ah, moi, j'ai lancé une appli de transport en taxi. » Ou pour les pressings. Il y a plein de gens qui font les mêmes choses. Parce que c'est ce qu'ils connaissent. Mais très peu de gens vont dans des trucs plus... on va dire, niche peut-être au début, mais parce que c'est des choses plus complexes, c'est des choses qui ne sont pas faciles à comprendre, qui demandent d'aller parler aux clients, de comprendre la douleur des gens et de monétiser ça. Donc, beaucoup de problèmes de ce type-là, mais la bonne nouvelle que j'ai pour beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, ce que j'aime leur dire, c'est que ça, c'est valable partout. Moi, j'ai fait 5 incubateurs différents en France. J'ai vu plus de 100 startups avec qui on était dans les différents moments ensemble. La plupart sont mortes aujourd'hui, après plus de 10 ans. C'est normal. Ce que eux ils ont comme difficulté, les autres l'ont aussi. Trouver les bons marchés, exécuter, recruter, tout ça c'est pareil. Par contre, ce qui en Afrique comme en Occident, peu importe. Peu importe. Il faut qu'il y ait des choses où il ne faut pas se dire c'est l'Afrique qui fait qu'on n'y arrive pas. Ce qui est vrai, c'est que malheureusement, quand un marché est plus petit comme les nôtres, enfin, c'est pas petit, moi j'aime bien dire profond. Nos marchés sont peu profonds. C'est-à-dire que c'est pas une question d'est-ce que beaucoup de gens utilisent quelque chose. C'est juste que même si beaucoup de gens l'utilisent, ils mettent pas beaucoup d'argent dedans parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Pour avoir beaucoup plus de valeur. De valeur. Et c'est avec la valeur, en fait, avec la profondeur d'un marché que tu gagnes de l'argent. C'est pas avec sa largeur. Les gens sont trop concentrés sur combien de gens font quelque chose, de regarder combien d'argent ils mettent dans les choses qu'ils font. D'accord. Et c'est pour ça que tu vas te rendre compte qu'il vaut mieux des fois faire des trucs où peu de gens utilisent, mais ils mettent beaucoup d'argent dedans, donc c'est profond. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'essaie d'expliquer aux gens, et la profondeur d'un marché, pourquoi j'aime bien cette métaphore, hein, j'aime bien la dérouler, c'est que quand tu regardes la profondeur, ça a aussi une notion, c'est pour ceux qui nagent, mais je ne sais pas si les gens aiment nager ou pas, en Afrique c'est pas très fréquent, je me rends compte. C'est surtout pour voyager. Oui. Voilà, c'est surtout pour voyager. Mais quand tu prends la notion de profondeur, tu as aussi une notion que moi j'aime beaucoup qui est la pression. En fait, plus tu vas profond dans l'eau, plus tu vas te rendre compte que en fait, la pression est difficile. Donc souvent, c'est pour ça que les gens doivent avoir des casques, doivent avoir des trucs pour respirer. J'aime que les gens comprennent ça parce que une fois que tu acceptes le fait que tu faut trouver des marchés profonds plutôt que larges, tu te rends compte qu'un marché profond, par exemple, les gens aiment bien dire il faut vendre aux riches. Ça, c'est vrai. En général, il vaut mieux vendre aux riches parce qu'ils ont plus de moyens pour leurs services. Sauf que les riches ont beaucoup plus d'alternatives. Donc le niveau de qualité à avoir est plus haut. Et c'est ça que j'appelle la forme de pression qu'il y a à aller dans les bons marchés. Quand tu rentres dans un bon marché, tu te rends compte que, en fait, tout le monde ne le connaît pas, mais il y a beaucoup d'argent dedans. Par contre, les gens qui sont dans le marché qui est profond, il y a une pression à la qualité, à l'exécution qui est plus élevée que quand tu vas dans le marché auquel tout le monde est, le petit marché très large. Est-ce que tu ne penses pas que les
les personnes capables en fait de financer des projets ont peut-être des manques de proof of concept de la part des créateurs et voilà, des managers de ces startups-là qui ne montrent pas encore en fait le bien fondé, qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé avec votre solution. Mais alors, j'irais même plus loin que proof of concept, parce que proof of concept, c'est la première étape, tu as raison. Mais toi, tu sous-entends quelque chose, parce que toi, tu as plus d'expérience, tu sous-entends qu'un proof of concept, c'est que tu as prouvé que ça marche. Tu sous-entends qu'il y a eu un petit peu de traction. Oui. Beaucoup de gens, leur problème, c'est qu'ils ont des petits produits, des débuts de produits qui n'ont pas de traction. Là, au Togo IT Days, mon moment préféré, ça a été toutes les questions que je reçois après. Donc, j'ai eu la chance après qu'il y ait plein de jeunes avec qui on a pu discuter de startups qu'il y a au Togo, qui ont des idées, des choses. Et tous, dès que je leur pose la question « Qui sont vos clients ? À combien de gens vous avez vendu ?» ils frisent. En fait, ils sont tous concentrés sur l'idée, sur le produit, mais pas sur le client. Et si je peux te donner un seul conseil à quelqu'un qui nous écoute, c'est ta priorité, c'est le client. Tout le reste, c'est secondaire. Il faut vendre avant même de faire. Moi, ce que je dis souvent aux gens, le meilleur conseil que moi, on m'ait donné dans ma carrière entrepreneuriale, c'est qu'il faut vendre avant de faire. Parce que quand tu vends avant de faire, tu te rends compte déjà si les gens veulent ce que tu veux faire déjà. Bien sûr. Oui. Tu vois à combien ils sont prêts à le payer, quel est le niveau de qualité qu'ils attendent, quelles sont les exigences qu'ils ont. Et après, tu peux faire en fonction. Mais si tu fais et que tu n'arrives pas à vendre, tu as perdu ton temps, ton argent. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure avec l'une de mes startups, en fait, qui était une startup. Bon, limite, je dirais une PME. En fait, c'était dans l'idée où on a longtemps travaillé, sans ouvrir de boîte. Et avec mon associé, on a ouvert la boîte, disons, pratiquement après, je dirais, 6 ans. 5-6 ans, tu vois ce que je veux dire? Où on s'est dit, bon, d'accord, maintenant, il faut lancer une vraie entreprise autour de ça. Et beaucoup de gens précèdent déjà. Tu vois, et souvent, tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que tu risques, en fait, de trouver un marché zéro par rapport à un produit où tu as surestimé le potentiel sur le marché. Tu as surinvesti en plus. Tu as mis ton temps et ton argent. Bien sûr. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le cas. Et après, ils sont un peu stupéfaits de voir que finalement, ça marche pas trop. Mais tu n'as pas fait d'études de marché, tu n'as pas essayé de tester un long moment, de pouvoir améliorer ton produit pour avoir une plus-value, pour avoir beaucoup de grilles, en fait. Une grille d'offres. Et après, les gens, ils sont beaucoup plus intéressés. Ah oui, ça va jusque-là, je suis prêt quand même à payer un peu plus. Voilà. Tu vois? C'est exactement ce que tu décris. Tu vois, ce que tu donnes là, c'est un exemple pour moi de profondeur du marché. C'est-à-dire, quand tu explores, il faut aller en profondeur, pas juste en largeur. Il ne faut pas se dire, il y a plein de gens qui parlent de ce problème, donc il y a de l'argent dedans. Non. Il faut regarder jusqu'à quoi les gens sont prêts à payer pour ce problème-là. Ça, c'est vraiment ma grosse leçon de l'entrepreneuriat, on va dire, en termes de manière générale. Ça, c'est PME, c'est start-up, c'est tout le monde. Regardez la profondeur d'un marché, pas sa largeur. Après, il y a le rêve... rêve américain. Bien sûr, tu veux des millions d'utilisateurs. Silicon Valley. Et voilà, tu veux faire des millions d'utilisateurs. Je comprends. Même Spotify, c'est récemment qu'ils ont commencé à gagner de l'argent. À être oui, mais moi, ce que j'explique aux gens, c'est que surtout maintenant, le monde startup a beaucoup changé. Même dans le monde startup de manière générale dans le monde, on préfère les boîtes d'abord rentables, après de la croissance. Si tu dois choisir entre les deux, moi, je dis à tout le monde, sois d'abord rentable aujourd'hui. Parce que la rentabilité te donne des options. Quand ta boîte fait de l'argent, tu as le choix. Tu peux prendre cet argent pour l'investir pour avoir une meilleure équipe. Tu peux prendre cet argent pour avoir plus de clients. Tu peux prendre cet argent pour faire plein de choses. Mais si ta boîte n'a que de la croissance et elle n'a pas d'argent, tu es toujours en train de quémander de l'argent. C'est magnifique parce qu'en fait, tu es en train de différencier la rentabilité de la croissance. Oui. Tu peux être rentable, mais pas avoir de croissance. Oui. Et moi, je préfère, je dis souvent aux gens, si tu dois choisir, sois rentable. Surtout au début. Et surtout en Afrique. Parce que la réalité, c'est que tu auras plus de facilité quand tu as de l'argent, toi, ton argent. Tes clients te donnent de l'argent. Tu as plus de facilité à gérer tout le reste que si tu dois chercher l'argent avec un investisseur, un mécène, une banque, etc. Tant que tes clients te donnent de l'argent, tu restes quelqu'un qui a le choix, tu as les options. Pour moi, la plus grosse valeur d'un entrepreneur, c'est la chose qui doit optimiser le plus, c'est pas son argent, c'est ses options. Tu dois optimiser d'avoir le choix, de te dire, je suis capable, si je ne veux pas faire ça, de continuer à opérer sans mettre en danger ma vie, ma famille, mes amis, mes équipes. Est-ce que l'option implique la diversification forcément? Alors, c'est ce que les gens sous-entendent tout de suite. C'est une bonne question. Je dirais que ça n'applique la diversification qu'une fois que tu as déjà satisfait le minimum. C'est-à-dire qu'on ne diversifie pas quand on n'a rien. Tu diversifies quand tu as déjà quelque chose, et c'est souvent le plus laborieux, c'est vrai que font beaucoup de gens, ils font beaucoup de choses en même temps, mais ils font rien bien. Tu diversifies pour répartir le risque. Mais tu ne répartis le risque qu'une fois que tu as déjà des revenus ou de l'argent suffisant. D'accord. En fait, diversifier quand tu es pauvre, c'est juste t'éparpiller, c'est juste diluer tes chances de réussir. Par contre, une fois que par exemple ta boîte est profitable et qu'elle te donne plus d'argent que par exemple ce dont tu as besoin pour l'année pour vivre et que tes profits de ta boîte te permettent de dépasser tes besoins d'investissement, là tu peux te dire, ok,
j'aimerais bien cet argent en trop le mettre dans quelque chose qui n'est pas du tout lié à mon activité, au cas où. Ça, c'est compréhensible. Ok. Mais c'est après coup. Le plus dangereux en Afrique et ailleurs dans le monde, mais surtout en Afrique, j'ai l'impression, c'est que les gens, parce qu'on a une majorité de gens jeunes, mais j'espère des gens jeunes qui nous écouteront, ils comparent leur début à la fin de gens vieux comme moi. Là. On est vieux. On est des vieux pères. Toi et moi, pareil, ça fait plus de 10 ans qu'on se bat dans ce truc-là. Ouais. Donc il ne faut pas qu'ils prennent ce que nous, on fait aujourd'hui comme étant ce qu'eux doivent faire. Moi, je dis aux gens tout le temps, des podcasts comme ça, moi, avant, j'en faisais pas. Même en m'invitait, je disais non. Parce que j'avais pas le temps. J'étais occupé à faire mon taf, à essayer de créer quelque chose. Clairement, oui. C'est après 10 ans que j'ai commencé à parler. Et c'est fou parce qu'en fait, tu me permets de dissocier la diversification et le pivot. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, en fait. Non. Et beaucoup confondent, en fait. T'es pas obligé de te diversifier. Oui. Mais si tu sens que tu peux pivoter, oui. Mais vas-y, fais-le. Oui. Si on peut aider les gens d'un point de vue technique, j'ai une autre métaphore qui marche bien. Alors, le pivot, la clé, c'est qu'il faut que tu aies un pied qui reste. C'est comme au basket. Dès que tu as 2 pieds d'école, tu marches. D'abord, expliquons le pivot. Le pivot, c'est quand tu dis, je veux changer une partie de mon business. Tu veux changer une partie de ton business, mais tu gardes une partie. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire te dire, par exemple, nous, je sais pas, au début, un pivot qu'on a fait, on a commencé à être une marketplace. On faisait juste un site d'e-commerce. On ne gérait rien. Ni la logistique, ni truc. Tout était... il n'y avait que le site, les gens se débrouillaient après pour se payer, etc. Après, on s'est rendu compte qu'en Afrique, les gens avaient des problèmes sur la logistique. Clairement, c'est devenu trop lourd. Ils n'arrivaient pas, même quand ils avaient des ventes en Afrique, ils perdaient les ventes parce que leur solution d'expédition, ils passaient par des AMIO, par des GPO, par des trucs comme ça. Ça arrivait toujours dans des conditions ou trop lentes ou pas transparentes et ils n'avaient pas de recommande. Les gens n'aimaient pas l'expérience. Oui. Donc on s'est dit, OK, on va résoudre un autre problème qui est la logistique. Ça, c'est un pivot. C'est-à-dire qu'on a pris un autre domaine, oui. Mais notre pied, comme j'ai toujours au basket, tu lèves pas tes 2 pieds en même temps. Bien sûr, oui. Tu peux tourner sur un pied, tu gardes un pied appuyé. Et moi, ce que je recommande, un bon pivot, c'est quand tu gardes au moins ou ton équipe ou tes clients. L'un des deux. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer et le client et l'équipe. Là, tu rentres dans un autre truc. Là, c'est la diversification vraiment. C'est-à-dire si tu as un business et que tu commences à te dire « Ah, je vais aussi faire ça et puis faire ça », qui ne sont pas les mêmes clients. Qui sont toi-même de te disperser. Voilà. Et quand je dis l'équipe, c'est les compétences. Hein. C'est-à-dire si tu commences à dire, par exemple, OK, aujourd'hui, j'ai des clients, je ne sais pas, particuliers à qui je livre de la nourriture, mais qu'en même temps, tu dis « Ah, je veux vendre aux entreprises des services de vidéo », c'est pas le même métier. C'est pas la même chose. Il n'y a rien qui est en commun. Par contre, si tu commences à dire « Ah, je vendais de la nourriture aux particuliers », mais je me rends compte qu'en fait, là où ils dépensent l'argent, c'est quand ils sont au boulot. Donc, je vais vendre la nourriture plutôt aux sociétés, via les sociétés, aux mêmes personnes. Là, c'est un pivot. Un pivot, oui. Tu gardes la même... Et c'est ce que les gens ont du mal à faire. C'est-à-dire que c'est OK de pivoter. C'est même ce qu'il faut faire. Quand tu vois que ça chauffe dans un marché, tu essaies de voir qu'est-ce qu'il y a chez tes clients ou un marché proche qui est plus profond, où il y a plus d'argent à prendre. Tu penses quoi aujourd'hui de la bancarisation, en fait, dans le milieu du numérique aujourd'hui, et des systèmes de paiement en ligne parce que c'était pas comme ça il y a 15 ans. C'était assez désert. Non. Aujourd'hui, moi, j'appelle ça... alors, c'est ce que l'autre jour, on en parlait dans le groupe Tech République, qui est un groupe de tech, du coup, auquel j'invite tous ceux qui sont dans le monde de la tech de nous rejoindre. On mettra le lien juste en bas. Ouais, si vous voulez, c'est très connu. Alors, pour moi, le paiement, je suis spécifique, hein, le paiement, c'est devenu... Parce que maintenant, ça marche très bien. On est tous ravis de ça. Je pense en Afrique, c'est quand même dingue. C'est devenu pour moi le pire endroit pour créer une boîte. Ah, je te le dis. Pourquoi ? Ça, c'est une exclue. Parce que pour moi, en fait, prenons la théorie déjà. Tu crées une boîte dans un endroit où les problèmes des gens sont tellement fréquents et pénibles que les gens sont prêts à te payer cher. C'est clair. Et ensuite, tu crées une boîte quand, dans cet endroit, dans ce problème-là, toi, tu as une solution unique. Mais je dis à tous les gens qui nous écoutent, là, franchement, une solution de paiement, ce n'est pas un problème unique. Ce n'est pas une solution unique. Il y a 15 000 solutions de paiement. Et en plus, c'est tellement démocratisé maintenant qu'il n'y a pas de marge là-dedans. Tu fais des toutes petites commissions. Avec des gros chiffres d'affaires, c'est fou. Oui, mais toutes petites commissions. Et le pire, c'est qu'en plus, pour être très honnête, ce n'est même pas un domaine où les gens qui sont dedans sont nuls. Tu vas faire compétition à Yas, tu vas faire compétition à Wave, mais tu es malade. C'est des gens qui sont non seulement surcapitalisés, donc ils ont levé énormément d'argent, mais en plus, ils sont bons. Ce n'est pas des crétins, c'est des gens excellents qui ont fait ça. C'est pour ça que le service est bon. Mais le problème, c'est que je vois maintenant que, du coup, comme leur service est bon,
Tout le monde veut faire des trucs autour, on top. Mais le problème n'est pas très gros, vu qu'il est déjà résolu par eux dans la plupart du temps. Donc nous, par exemple, on fait du paiement avec Ancapay. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, l'une des raisons pour laquelle je ne veux pas faire de paiement local, et peut-être que si on le fait, ce sera vraiment pour nos clients existants déjà, ce ne sera pas notre focus, c'est que pour moi, c'est un problème où il n'y a pas assez de revenus. Il n'y a pas assez de marge. C'est pas un problème profitable, si tu veux simplifier. Ça donne juste une impression. Oui. Mais c'est pas ça. Oui, mais en fait, c'est un problème qui est aujourd'hui, l'exemple typique que je disais tout à l'heure, c'est un problème, si tu prends, c'est un lac qui est très large, tout le monde a envie d'améliorer le paiement, qui n'est pas compliqué, en plus c'est un marché qui n'est pas protégé, tout le monde peut lancer une API de paiement aujourd'hui, c'est très facile. N'importe quel développeur qui a genre 20 ans peut te créer une application de paiement aujourd'hui. C'est pas compliqué. Donc tout le monde peut venir se battre dans la bataille. Et en plus, c'est pas un truc profond parce que tu gagnes pas beaucoup d'argent dedans. Mais t'avais dit le chiffre d'affaires sur vos réseaux sociaux par rapport à Ancapay, je crois. Oui. Tu avais donné des chiffres. Oui. Tu peux me rappeler? Alors, Ancapay, ça dépend des volumes. Ancapay, on a multiplié par 4 nos volumes l'année dernière et je pense qu'on a passé, je crois qu'on a fait, est-ce que c'est pas 6-7 millions d'euros l'année dernière de volume? Mais c'est paradoxal en fait que le chiffre d'affaires et la marge, en fait, ça n'a rien à voir. Oui, les commissions sont petites. Nous encore, c'est différent parce que nous, notre chance, c'est qu'Ancapay, c'est surtout sur les gens qui vendent dans d'autres pays. Ok. C'est-à-dire que tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Togo et tu vends à quelqu'un aux États-Unis, c'est un autre niveau de problème. C'est pas la même chose que de dire je suis au Togo, je vends à quelqu'un qui est au Togo. Moi, ce que je disais, c'est le paiement local, qui est là où les gens se battent tous, là. Il n'y a plus beaucoup de marge dedans et il y a énormément de compétition. Donc, n'allez pas là-bas. Et c'est ce que tu viens de dire. Tu m'as dit qu'est-ce que j'en pense. Je pense que c'est une chance que ce soit plus un problème. Tu sais le principal problème, quoi. C'est pas le principal problème. Regardez, je prends un exemple. Les gens demandent pourquoi, mais regarde, PayPal ou Cash App aux États-Unis, ça marche super bien. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis, un virement aux États-Unis, il n'y a pas de virement instantané. Toi, tu y étais il y a pas longtemps. Oui, bien sûr. Ouais. Les gens qui font des virements aux États-Unis, les ACH classiques, ça met toujours une journée. La moyenne, c'est 14 jours même d'ailleurs. Voilà. C'est un pays où, c'est pour ça que ces startups-là marchent, parce que les alternatives sont nulles. Mais comme il y a beaucoup d'argent, du coup, ça vaut la peine que tout le monde se batte dessus. Mais nous, dans nos cas, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ils font des petites transactions. Les commissions des acteurs existants sont minuscules, ils prennent 1%, 2%. Et en plus de ça, ces gars-là sont bons. Pourquoi tu vas aller te battre là-bas? Moi, je ne comprends pas. Parce que je dis toujours aux gens, en fait, c'est pas parce qu'un problème est large, que beaucoup de gens l'ont, qu'il faut aller se mettre dedans. Et tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que quand on fait des virements en ligne, ça met autant de temps pour revenir sur ton compte? C'est très compliqué. Alors, c'est ce que je dis souvent aux gens. L'argent n'est pas aussi mobile que ce que les gens imaginent. On vit dans une illusion en pensant que le monde n'a pas de frontières. Parce que tu peux prendre l'avion. Mais c'est pas comme ça, hein. En fait, l'argent, pour le déplacer, il y a des notions de devise, de contrôle, de fraude. Il y a énormément de choses derrière. Et c'est une chose que moi je dis souvent, c'est que la fintech est l'un des métiers qui a l'air le plus simple, mais qui est extrêmement coûteux et compliqué derrière. Ok. Beaucoup de problèmes. Surtout dans nos régions où, malheureusement, la réalité, c'est qu'on a beaucoup de fraudeurs. Beaucoup de fraudeurs. C'est une réalité, hein. Pour tous ceux qui ont opéré un jour dans une fintech en Afrique, on a tous des histoires de gens qui nous ont volé de l'argent, des gens qui ont... Tout le monde. Trop de scammers, oui. Trop de scammers. Et l'autre problème qu'il y a, qui est indéniable, c'est que nos marchés sont pas deep. Hier, on en parlait après le Togo IT Days au cocktail, on discutait du fait que beaucoup de gens ont du mal à envoyer de l'argent en Europe. Si tu veux payer des choses en Europe, c'est difficile. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut comprendre le mécanisme économique derrière. C'est parce que nos devises africaines, juste, elles sont pas beaucoup demandées à l'étranger parce qu'on ne vend pas beaucoup au reste du monde. On passe notre temps à consommer. C'est comme si toi, tu es quelqu'un qui ne fait qu'acheter les choses des autres et tu t'étonnes que le jour où toi, tu veux donner ton argent pour acheter quelque chose, personne n'en veut. Parce que, en fait, tu veux donner ton argent pour vendre quelque chose, personne n'en veut, parce qu'en fait, tu ne leur vends rien. Ils n'ont pas besoin de ton argent. Toi, tu es toujours dans la recherche de leur devise. Toujours. Pour leur acheter des choses. Pour acheter des choses, ouais. Mais toi, ils t'achètent rien. Donc, ils en ont rien à foutre, factuellement. Ouais, Ou ce qu'ils t'achètent, c'est-à-dire les minéraux, les choses comme ça, ils l'achètent pas cher. Comparativement à la quantité qu'ils achètent. C'est fou, les prix quand tu vas en Chine, en fait, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Donc non, moi ce que je dis souvent aux gens, c'est ça, c'est qu'il faut... il y a des choses qui ont l'air simples, parce que c'est des choses qu'on fait tous les jours, qui en fait sont très complexes à l'échelle. Et c'est OK que tu ne saches pas au début, c'est même bien, parce qu'à vrai dire, si on savait tous les difficultés qu'il y a dans chaque métier, alors personne ne ferait rien. Non, si tu savais entrepreneuriat, comment c'est dur, tu ne ferais pas entrepreneur. Quelle est la plus grosse difficulté actuellement que tu penses que juste après l'avoir affronté, tu pourras encore plus amener Anka à un autre niveau? Il y en a plein. J'avoue que moi, en ce moment, notre gros sujet, c'est les réglementations de paiement à l'étranger.
Parce qu'aujourd'hui, en Europe, où nous, on a construit toute notre industrie de paiement, ils ne veulent plus avoir des marchands étrangers qui processent des paiements en Europe. Donc il faut maintenant, la chance qu'on a, c'est que l'UMOA vient de lancer enfin une licence de paiement dans la région. Donc il faut que nous, on devienne un établissement de paiement licencié pour être reconnu à l'étranger. Avant de pouvoir continuer à opérer à l'étranger. Et démocratiser ça sur tous les pays occidentaux. Et tout voilà. Mais après, c'est dur parce que l'institution de paiement telle qu'elle est conçue aujourd'hui, la licence de paiement, tu dois payer une licence de paiement et te faire valider par la BCAO dans chacun des pays de la région. Il y en a. Dans chacun. Ouais, tu peux avoir une licence pour la Côte d'Ivoire, ce qui marche pour tous les autres. Si tu as une licence en Côte d'Ivoire, il en faut une au Bénin, une au Togo, une, ça veut dire une société qui a au moins 100 millions de capital. Dans chaque pays? Dans chacun des pays. Tu vois le niveau de complexité. Oui. Donc ça, c'est des sujets. Et si tu ne fais pas ça, après, tu as tous les sujets à l'étranger aussi, où, en fait, au final, Stripe, ADN, avant, ils étaient super OK. Si tu regardes, même aux États-Unis et en Europe, tu as de moins en moins de marketplace. Tu n'as plus beaucoup ce truc où tu vends pour quelqu'un. Tu collectes des paiements pour quelqu'un. Parce qu'il y a eu trop de fraude, trop de problèmes. Donc maintenant, si tu vends pour toi-même, il n'y a pas de problème. Mais si tu vends les produits d'autrui, les prestataires de paiement n'aiment pas. Encore moins quand l'autrui en question est dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Donc ça devient très compliqué. Il va falloir faire changer le modèle, changer beaucoup de choses pour nous. Donc c'est pas facile. Et quand tu rentres dans ce monde-là, et je ne te parle pas des problèmes de logistique. Pendant ce temps, Trump va mettre fin là, à l'AGOA, que je ne connaisse pas, mais qui est notre très bel accord que nous a donné Barack Obama en Afrique, qui faisait que quand tu vendais aux États-Unis un bien qui valait moins de $800, tu ne payais pas de douane. En Europe, tu payes 20% de TVA sur tout ce qui rentre. OK. Donc, ça a augmenté de 20% tous tes prix. Les États-Unis restaient une zone superbe pour nous d'expansion. C'est pour ça que c'est là où on vend le plus. Le consommateur final, il a vraiment le produit accessible. Accessible. Mais ça, maintenant, c'est fini. Depuis en septembre, Trump vient de mettre fin à ça. Donc, on va avoir aussi des douanes maintenant pour rentrer là-bas. Ça va être chaud. Ouais. Je t'écoutais parler tout à l'heure, je me demandais, mais comment t'as commencé tout ceci, en fait? Comment alors là, non, là, on rentre dans un truc, c'est sans fin. Écoute, moi, j'ai commencé vraiment, comme je dis souvent au début, j'ai une particularité, c'est que je n'ai jamais commencé quelque chose. Ni un business, ni... Je pense que tu n'as jamais pensé que tu serais dans ce domaine-là quand tu étais tout gamin et tout. Non, j'ai même dit à mon père que je voulais pas être entrepreneur. Je trouvais ça très nul comme vie. Moi, je savais même pas c'était quoi. Moi, je savais, mon père est chef d'entreprise, donc je ne peux pas faire genre je savais pas. Je trouvais ça nul comme vie et j'avais bien raison de penser ça d'ailleurs, je tiens à le dire. Mais en fait, je me suis toujours retrouvé dans la situation où, tu vois, même le podcast, Entrepreneur Set of Africa, c'est Kai qui l'a commencé. Kai a fait Entrepreneur Set of Mind pendant des années. Et c'est quand je l'ai rejoint qu'on a développé le truc comme c'est aujourd'hui. Mais c'est pareil pour Africrea au début. C'est quelqu'un d'autre qui avait une idée, Yacoub, qui m'a demandé de l'aide et je l'ai aidé jusqu'à ce qu'en fait, je me rends compte qu'il n'est pas prêt à aller. Écoute, je fais cette petite pause rapidement pour te parler de Smart Talk. Si comme moi, tu passes tes journées à répondre aux messages sur WhatsApp pour faire avancer ton entreprise et ceci te ralentit dans ton travail, alors Smart Talk est fait pour toi. Imagine, tu donnes accès à ton WhatsApp à un assistant professionnel qui répond à ta place. Et ça, c'est exactement ce que Smart Talk fait. Pendant que tu bosses, un assistant formé par toi-même gère tes messages comme si c'était toi. Donc, tu gagnes plus de temps et tu as moins de stress. Va tout de suite sur smarttalk.chat et essaie-le dès maintenant. D'ailleurs, tu as droit aux 100 premiers messages gratuits. Tu m'en diras des nouvelles. Et félicitations pour ta nouvelle assistante. Non, moi je savais, mon père est chef d'entreprise, donc je ne peux pas faire genre je savais pas. Je trouvais ça nul comme vie et j'avais bien raison de penser ça d'ailleurs, je tiens à le dire. Mais en fait, je me suis toujours retrouvé dans la situation où, tu vois, même le podcast, Entrepreneur Set of Africa, c'est Kai qui l'a commencé. Kai a fait Entrepreneur Set of Mind pendant des années. Et c'est quand je l'ai rejoint qu'on a développé le truc comme c'est aujourd'hui. Mais c'est pareil pour Africrea au début. C'est quelqu'un d'autre qui avait une idée, Yacoub, qui m'a demandé de l'aide et je l'ai aidé jusqu'à ce qu'en fait, je me rends compte qu'il n'est pas prêt à aller assez loin pour développer le truc. Donc là, du coup, ils ont dû partir, ceux qui avaient l'idée avec moi, Yacoub et Lamine, et j'ai recruté d'autres fondateurs et c'est aujourd'hui ce qu'on a pu développer. Mais historiquement, pour faire très simple, moi, je ne suis pas quelqu'un... c'est pour ça que je n'ai aucune admiration pour les idées. Je trouve ça nul à chier. Parce que ça sert à rien. Tout le monde a plein d'idées. Enfin, tu n'es pas si intelligent. Je pense que c'est être très égocentrique de croire que tes idées sont géniales. Que personne n'a d'idées comme toi. Et que t'es le seul, en fait. Ouais. T'es le seul à avoir les idées. C'est malade. Non, c'est malade. Faut avoir vraiment aucune humilité. Tout le monde a les idées. Et des fois, des idées meilleures que les tiennes, si tu regardes en termes de détails. Si c'est juste la qualité de l'idée, c'est les détails. Ce qui compte, c'est l'exécution. Donc moi, je suis plus le gars, en général, où des gens ont des bonnes idées, commencent à le faire et en fait ils ont besoin d'aide pour l'exécuter et ils viennent me demander de l'aide et moi j'avoue mon critère en général c'est est-ce que j'aime faire cette chose-là avec cette personne-là. Voilà. C'est tout.
si j'aime faire ça avec toi, bon, on est dedans. C'est de prendre du kiff quand même pour ce que tu fais à la fin. Quoi. À la fin, c'est ça la vie, mon gars. À la fin de la vie, tu fais des trucs que t'aimes. Il faut faire des trucs pour toi, qui te semblent utiles, où tu prends du plaisir. Quand nous, on a fait les podcasts au début avec Kai, qu'on soit très clair, on ne pensait pas une seconde que beaucoup de gens allaient regarder. On ne l'a pas fait pour quelqu'un. Nous, on s'est dit, les gens nous disent quand il y a une discussion tous les deux que c'est intéressant. Et le driver pour moi, donc il y a eu 2 drivers. Le premier driver, c'est qu'on se rendait compte avec Kai que plein d'entrepreneurs nous posaient souvent les mêmes questions. Mais on ne pouvait pas répondre à chaque fois à tout le monde dans le niveau de détail suffisant. Parce que c'est trop long. Donc on s'est dit, on va discuter de ces choses-là. Comme ça, quand on nous demande, on envoie le lien. Tiens, on en a parlé dans tel épisode. On a parlé ici. Voilà. C'était ça notre idée au départ. Et la deuxième chose, c'est qu'après, moi, j'ai fait une retraite Vipassana, qui est donc une retraite spirituelle pendant 10 jours où tu ne parles pas, tu n'as pas de... Où ça J'ai fait ça en Afrique du Sud au départ. Et là, je vais le refaire d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Ça y est, ils font la première édition. C'est sympa. Très. C'est l'une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie. Tu devrais essayer ça. Je peux recommander. C'est Vipassana. C'est gratuit en plus. Il faut juste aller dans les centres où ils le font. En Afrique du Sud, c'est le seul en Afrique. Maintenant, ils organisent de temps en temps au Sénégal, il y en a. Au Côte d'Ivoire, il y en a. Il faut juste aller sur le site Vipassana, dama.org. Et ça, c'est en fait, pendant ces 10 jours, tu ne fais que méditer. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas lire, tu n'as pas ton téléphone, tu n'as rien. Tu fais que méditer pendant 10 jours. Et tu ne parles pas. Et au terme de ces 10 jours, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, l'une des choses que moi j'aimais le plus, c'était aller dans la profondeur des choses et le partager aux autres. Mais je me rendais compte que c'est ce que j'ai fait avec Anka, c'est aider les gens à développer leur business. Mais je voulais le faire un peu plus largement parce que je me suis rendu compte que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de c'est toujours les mêmes personnes qui parlent, c'est même pas les gens sérieux, c'est même pas ceux qui ont de l'expérience, c'est des gens qui sont... Il y a ceux qui aiment parler, qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours... tout le monde dit c'est toujours les mêmes qui sont visibles. Et il y a ceux comme moi qui étaient un peu fiers d'être ceux qui faisaient. Tu vois, on s'est dit, nous, on fait le taf. Personne ne nous connaît, mais on fait le taf. Ouais, je vois. Tu vois, t'as un petit côté où tu te sens un peu fort. Tu t'égo, là. Voilà, tu t'égo. Et je me suis rendu compte, mais en fait, c'est débile. Quand je méditais, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est débile parce que, en fait, tu te plains que les gens qui font pas le taf parlent, mais du coup, ceux qui ont besoin qu'on leur parle vont les écouter eux. Toi, tu leur parles pas à eux. Tu prends pas de toi, tu prends pas de ton temps pour donner aux gens ce que tu as appris et tu te plains que ceux qui, eux, donnent, le font mal. C'est idiot. C'est idiot, oui. Et donc, c'est ça qui m'a poussé, parce que Kaye et moi, ça faisait des années qu'on parlait de faire le podcast. On disait, oui, un jour, on va le faire. Bien avant de le faire, en fait. Ouais, on causait, on disait, ouais, un jour, on va le faire, t'inquiète, ouais, un jour. Donc, je suis sorti de cette retraite en septembre 2022. Je suis arrivé à Abidjan, j'ai dit à Kaye, il faut qu'on commence la semaine prochaine. Il me dit, ah ouais, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé? Je dis, écoute, là, maintenant, allons-y. Donc le dimanche, on s'est pointé, on a pris un vieux micro, cravate. Mais j'ai vu les premiers épisodes, j'ai dit waouh. Non, c'était moche. Hein. Premier micro, cravate. Mais les débuts sont toujours difficiles. Mais c'est bien. C'est ce que je recommande aux gens. Ne faites pas de compliqué. Donc nous, on a vraiment fait ça et pour le coup, c'est l'une des choses dont je suis le plus impressionné en termes d'impact. C'est-à-dire que même ici, il y a des gens qui me connaissent, ce qui me surprend toujours parce que quand j'ai fait Anka, c'était l'opposé. Les gens connaissaient Africra, mais ne savaient pas qui j'étais. Alors que là, c'est tellement flippant. Je pense que c'est un truc qui me fait très peur. Il y a des gens qui me connaissent ici, qui ne connaissent pas mon nom. Ils connaissent le personnage, qui c'est l'entrepreneur, mais ils ne connaissent pas en fait. Ils savent même pas, je ne suis pas sûr que ça, je suis l'entrepreneur. C'est très marrant. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas la boîte que je fais. Ah oui, carrément. Et ça, c'est un truc dont on parlait tout à l'heure, c'est la célébrité, c'est très dangereux. Parce que je me suis rendu compte que même selon les gens qui me parlent, je peux identifier des gens. En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui ne me connaissent que parce qu'ils ont vu ma tête sur les réseaux sociaux. Ils savent qu'ils m'ont déjà vu quelque part. Ils savent à peu près de quoi je parle. Parce que, bon, comme je parle quasiment que de business, ils savent que je parle de business. Mais c'est tout. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé, une fois, je me souviens, j'étais à la clinique, hein, vraiment un truc grave. J'étais avec ma mère et tout à la clinique et tout. Et je descends pour aller prendre à boire et il y a un jeune qui m'arrête, qui me dit « Ah, monsieur, vous êtes le monsieur que je vois sur les réseaux ?» Je dis « Oui, c'est possible que tu m'aies vu, effectivement. » Il me dit « Ah, donc moi, voilà, là, je lance une application de VTC pour faire compétition à Yango. » Je lui dis « Eh, petit... » Il est loin d'elle. Pourquoi? Pourquoi? Donc on commence à parler et je lui dis mais c'est trop, fais autre chose. Je lui dis il y a plein de trucs autour de ce monde-là qui sont intéressants. Pourquoi tu veux rentrer dans la compétition? Il dit non mais parce que ma mère a un peu d'argent et j'ai envie de lancer une entreprise. Je dis mais fais autre chose. Encore une meilleure raison en fait. Encore une meilleure raison. Ouais. Et ce qui m'a choqué c'est qu'on parle pendant 10-15 minutes et au bout d'un moment il me demande mon numéro pour prendre des conseils.
Je lui dis, mais tu n'as pas besoin de conseils. Je viens de te dire, fais autre chose, tu dis, tu veux pas. Donc tu n'as pas besoin de conseils. Je te dis des choses, tu m'écoutes pas. Il me dit, non, mais au cas où un jour j'ai besoin. Donc je lui dis, mais si tu as besoin un jour, écris-moi sur LinkedIn et je t'écris. Et là, je lui dis, mais ajoute-moi sur LinkedIn. Et je me rends compte qu'en fait, il ne connaît pas mon nom. Non. Il ne connaît pas mon nom. Il ne sait pas qui je suis, en fait. Et je lui dis, mais en fait, tu sais pas mon nom. Il me dit, ah non, monsieur, je me souviens pas et tout. J'ai dit, ok. Et c'était pas le seul. Hein. Franchement, ça m'est arrivé peut-être 10 fois. C'est choquant, ça. C'est très choquant. Il ne connaît pas mon nom. Donc je lui dis, mais du coup, tu sais pas ce que je fais. Il me dit, non. J'ai dit, donc en fait, quand je te donne des conseils, tu penses que je... J'ai dit, mais tu penses que je donne des conseils pourquoi, en fait? Il me dit, ah, et c'est pas comme je suis connu. Et ça, c'est très grave. C'est très, très grave. La célébrité peut être dangereuse, en fait. Oui, parce que... Et ça, c'est un truc sur lequel j'alerte, si je peux, les gens qui nous écoutent et tous ceux qui regardent les réseaux sociaux. Quelqu'un de connu, ça ne le rend pas légitime. Que beaucoup de gens te regardent, beaucoup de gens connaissent ta tête, ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui est pertinent. Et crédible. Non. Ça veut juste dire que tu es divertissant. Et médiatisé. Voilà. Ça ne veut rien dire d'autre. Faites hyper attention à ça. Hyper attention. Et je le dis pour moi, parce que bon, là, en l'occurrence, c'est moi. C'est pas parce que on me voit sur les réseaux sociaux qu'il faut m'écouter. Ça se trouve, je dis de la merde. Il faut me juger. Et vérifier, checker. Checker à ce que j'ai fait. Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que j'ai accompli me rend pertinent pour parler de ça? Et c'est valable pour tout le monde. Tous les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux. Après, moi, je vois les commentaires. Souvent, il y a des haineux et tout ça. Moi, je dis souvent... Il ne vous dit pas de prendre ce qu'il dit pour des paroles d'évangile. Oui. Vous allez essayer aussi ce qu'il a essayé et voir si ça a marché pour vous ou pas. Oui, mais ce qui me fait de la peine, c'est que des fois, les gens... Bon, il y a des gens qui sont juste... qui détestent les gens qui parlent. Ce que je peux comprendre. Comme je t'ai dit, il y a une espèce d'amertume à se dire pourquoi lui, il est connu. Ok. C'est ce que je peux comprendre. D'égoïsme aussi. Hein. Oui, il y a un peu d'égoïsme, de jalousie, il y a plein de choses. Mais même en admettant que les gens aient que les meilleurs sentiments. Je peux comprendre que les gens ne nous apprécient pas parce qu'on est connu. Ce que je peux comprendre, parce que légitimement, et ça c'est très humain, il faut se rendre compte qu'avant les réseaux sociaux, les gens célèbres, c'est des gens qui avaient fait quelque chose pour être célèbres. Je veux dire, avant, la première célébrité, c'était Moïse ou Jésus. Non mais il faut avoir fait quelque chose pour qu'on te connaisse, qu'on connaisse ton nom. Clairement, oui. Encore pire, on connaisse ton visage. Il y a des gens, ils connaissent mon visage, ils connaissent même pas mon nom. En vertu de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour eux qui justifient aujourd'hui, j'ai attiré leur attention à un moment T parce que j'ai dit une punchline dans un short sur Instagram et c'est ce qui fait qu'ils me connaissent. Sans comprendre ce qui s'est passé avant et après. Oui. Ce short, tu vois ce que je veux dire. Et clairement, mais je peux te dire, comme je t'ai dit, à plusieurs niveaux, il y a des gens, je sais reconnaître maintenant aux gens qui me parlent, même si c'est des gens qui me regardent sur Facebook ou TikTok, ou si c'est des gens qui me regardent sur Instagram, c'est pas les mêmes gens. Ou c'est des gens qui n'ont vu que les shorts et n'ont jamais regardé un épisode de podcast d'1 heure. La plupart des gens qui me parlent n'ont jamais regardé un épisode de podcast de 1 heure. Jamais. Ah oui. Ils regardent que des shorts. Après, c'est un autre type de format, hein, c'est important. C'est ce qui fait qu'on a le succès qu'on a. Hein, j'ai pas de sujet. C'est-à-dire que c'est l'inconvénient de l'avantage. Si tu veux toucher un maximum de gens, oui, dans le tas, il y aura plein de gens qui sont pas les gens que tu veux toucher. Donc moi, c'est vraiment le truc, je pense qu'il faut, si je peux te donner un outil aux gens, oui, c'est garder cet esprit critique. Surtout avec l'IA qui arrive, faites hyper attention. C'est malade parce que tu es dans ma tête, je voulais justement te parler par rapport à l'IA. Vas-y, dis-moi. Et te dire comment est-ce que tu l'implémentes dans tes activités, C'est une bonne question. Alors, on a fait un épisode récemment avec Kai là-dessus sur l'IA où j'expliquais que je voyais pas l'intérêt de ChatGPT avant, par exemple. Maintenant, je le vois beaucoup plus parce que je me rends compte que c'est un peu un espèce de sparring partner. Ça permet de faire des allers-retours. Bien sûr, oui. C'est ce que moi, j'utilise beaucoup. Et ma conviction, c'est que, encore une fois, c'est comme l'IA, ça va être comme l'Internet, ça va être comme beaucoup de choses. Ça va accentuer les inégalités. C'est-à-dire, les gens qui sont capables d'esprit critique, avec l'IA, vont devenir extrêmement bons. Les gens qui sont capables de créativité, avec l'IA, vont créer plus. En fait, ça renforce tes vertus. Voilà. Et ça renforce aussi tes défauts. En même temps. Si t'es quelqu'un de crédule, avec l'IA, t'es foutu. Si t'es quelqu'un qui croit tout ce qu'on te dit, t'es foutu. Parce que l'IA va te raconter n'importe quoi et tu vas y croire. Je dis souvent aux gens que l'IA, c'est comme un miroir, en fait. Ça ne fait que refléter ta personnalité et ton image. Oui, et pour être très précis, c'est ça ce que tu décris. Parce que l'IA, ce que j'explique souvent aux gens, en tout cas les ChatGPT et tout ce qui est les Large Learning Models, tous les modèles de génératifs qui existent actuellement, c'est des modèles, il faut que les gens comprennent, qui ne sont pas conçus pour te donner la bonne réponse. Ils ne disent pas la vérité. Ces modèles sont conçus pour, en fonction des informations qu'ils ont sur toi, comment tu as écrit, pour deviner quels sont les mots qui doivent aligner à la suite pour que tu sois satisfait.
Ce n'est pas la vérité. Ils essayent les modèles tels qu'ils sont conçus, c'est en fonction de la façon dont tu as écrit et ce que tu as écrit, ils essaient de prédire et de générer une suite de mots cohérente qui te satisfera. Peut-être quand on fait une différence entre les IA génératives et les IA prédictives, en fait, on rentre beaucoup plus en fait dans cette définition et dans cette différenciation. En fait. Exactement. Mais les IA prédictives, personne ne les utilise la plupart du temps. Les gens sont tous dans le génératif aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et c'est très dangereux de penser qu'une IA générative, c'est te donner la bonne réponse. Une IA générative te donne juste la réponse qui va le plus probablement te satisfaire. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est correct. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire, tu as dit une suite de mots auxquels l'IA attribue un sens et il essaye, dans le sens qu'il a compris, de te générer des mots qui vont te satisfaire. Clairement, oui. C'est tout. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux gens, moi j'essaye maintenant d'attirer l'attention des gens et ça commence par même les gens auxquels tu crois. Les gens qui viennent me voir en me disant « Ah, j'adore ce que vous faites », je dis « Oui, merci, mais ça t'a servi à quoi ?» Alors je sais pas, vraiment à quoi ça t'a servi ce que j'ai fait. Parce que la pire chose qui peut arriver aux Africains, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on est les consommateurs du monde. On consomme ce que tout le monde d'autre fait. Bien sûr, oui. Et ça commence dans la bouffe, dans plein d'autres trucs, mais on n'est pas aujourd'hui des créateurs. Il faut qu'on soit des créateurs. Il faut qu'on crée des choses et idéalement qu'on les vende au reste du monde. Mais la première étape de ça, c'est il faut effectivement aller vers l'action. Il faut sortir de la consommation. Moi, je dis tout le temps aux gens, tout ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, tu fais quoi avec ? À part te divertir, à part rigoler, à part être amusé. Qu'est-ce que tu fais avec ? Il faut agir. Et c'est pour ça que moi, souvent, ce que je pose comme question aux gens, c'est est-ce qu'il y a une chose dans ce que j'ai raconté ou dit qui t'a fait agir différemment ? C'est ça mon baromètre, moi, de ce qu'on essaie d'accomplir. C'est pas de capter l'attention au maximum, c'est pas le nombre de vues qu'on fait. J'ai une question pour finir que tout le monde se pose. Bon, enfin, quand je dis tout le monde. Ouais. Et j'ai une question que beaucoup se posent. D'où viennent tes tatous ? Ah bon ? D'où viennent tes tatous ? Sérieux ? C'est un truc que les gens se posent comme question. Ouais, t'as raison, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue à cause de mes tatous, c'est vrai, t'as raison. Alors, d'où ça vient ? Je l'ai fait, alors le tout premier, je l'ai fait effectivement au Fidji, pendant mon voyage de noces. Et alors, d'où ça vient ? C'est intéressant ce que tu dis, parce que, alors, il y a l'envie, donc j'ai plusieurs tatous, hein, c'est vraiment, ça fait longtemps que j'ai toujours imaginé avoir une sleeve, donc c'est ce qu'on appelle ce tatouage là sur l'avant-bras. Avant, j'avais toujours peur que ça gâche ma carrière. Parce que c'est un stigmate. Hein. Mais t'es pas carriériste, donc ça va. Plus maintenant. Maintenant que j'ai accepté, mais ça a été un choix pour moi d'accepter de me dire, et c'était après que j'ai fait ma première levée de fonds. Ma première grosse levée de fonds, je me suis dit, mais en fait, ok, je peux assumer qui je veux être sans avoir peur que ça m'empêche un jour, parce que les gens vont me percevoir différemment, d'être crédible. C'est ta personnalité. Voilà. Donc c'était un peu quand je me suis percé la boucle d'oreille. Ça, c'était quand j'avais 15 ans. Donc c'est à peu près le même mécanisme. Donc c'est une envie, parce que c'est comme ça que tu te représentes. Moi, j'ai toujours, dans ma tête, été quelqu'un qui essaye de... Je me visualise en tout cas comme quelqu'un de différent. Donc j'essaie de porter ma différence. J'essaie de la rendre visible. Donc c'est sûr que les tatouages, ça marque l'attention sur ma différence. Et donc j'ai voulu faire les tatouages fidjiens, parce que bon, je trouvais que c'était les plus beaux. Les tatouages de cette région du monde. Mais j'ai inséré effectivement des caractères adinkra dedans. Donc par exemple là, ce symbole, comme je disais, c'est le symbole... Tu l'as métissé quoi. Ouais, voilà. En fait, j'ai toujours voulu essayer de faire des choses qui me parlent. Donc effectivement, il y a des symboles dedans qui évidemment évoquent... Quel genre de symbole par exemple ? Par exemple là, ça c'est un symbole du tatami qui en fait est la cohésion et le groupe en fait qui est là. C'est un tatami. T'as les vagues qui sont le symbole de l'expérience, donc de découvrir des choses au contraire de la curiosité. T'as, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans. Alors celui-là tatami, ça c'était les écailles. Celui-là c'est plus vraiment l'endurance, il disait à Fidji, genre vraiment être persévérant. Après, j'ai des tatouages, du coup, adinkra qui sont insérés dedans aussi. Quand tu les regardes chaque matin, est-ce qu'il y a une sorte de motivation ou bien une sorte Alors, si je suis très honnête, c'est un peu comme une boucle d'oreille. T'oublies que tu les as. Ah oui. En fait, c'est quand les gens me regardent ou me disent des tatouages que je me rappelle en fait que j'en ai. Mais j'oublie. 90% du temps, j'oublie, je les vois même pas. C'est ça qui est marrant. C'est comme beaucoup de choses, hein. Je pense... l'autre jour, je parlais avec ma compagne, elle me disait un truc qui m'a fait rire. Elle me disait, parce qu'elle portait des lunettes avant. Et elle dit maintenant, les gens n'arrivent même plus à l'imaginer en train de porter des lunettes. Alors que pendant longtemps, c'était son identité. C'est fou parce qu'elle fait partie des rares personnes
dont j'entends parler en fait qu'ils ont pu guérir avec les lunettes. Non mais on sait tous que c'est une arnaque, c'est ce truc. Mais attention, moi j'ai des lunettes avant. Hein. Mais t'as pu réussir à guérir. Oui, j'ai corrigé entièrement ma vue. Mais j'ai commencé à... Combien d'années J'ai commencé à... Je crois que j'avais 6 ans, jusqu'à genre 12 ans, 6 ans. Ça marche alors? Ça marche. Le problème, beaucoup de gens avec les lunettes, c'est que les gens ne les portent pas assez. Ah, ok. Il faut les mettre tout le temps. C'est le piège en fait. Mais oui, c'est comme beaucoup de choses. C'est la consistance qui fait l'efficacité de tout changement. Si tu commences à mettre des lunettes, mais que tu les mets que quand tu es obligé, tu les mets une fois par semaine, quand vraiment tu vois plus rien, mais ça va pas corriger ta vue. En théorie, s'ils pouvaient, te les collerais les lunettes. Hein. C'est juste que bon, c'est pas pratique. Mais si tu veux que tes lunettes te corrigent la vue, il faut les mettre tout le temps. Et du coup, c'est chiant. Parce que oui, malheureusement, c'est un stigmate être binoclard dans notre société, comme ailleurs dans le monde. C'est pas sexy. Ouais. Pas sexy, ça rend pas du rêve. Et c'est dur à apporter. Mais quand tu le fais bien, c'est un peu comme, comment ça s'appelle le truc des dents, là, les braces. Les appareils prothèses. dentaires. Appareils dentaires. C'est pas les prothèses? Non, les appareils dentaires. Tu sais, quand tu mets pour redresser tes dents. Oui, c'est la prothèse dentaire, hein. Ouais, c'est ça. Mais les gens, quand ils mettent ça, évidemment, tout le monde se moque de toi pendant un J'en moment. mettais, je me rappelle la première fois, je suis rentré, mon père il a acheté un gros poulet, je sais pas si c'était pour me narguer ou pas. Je devais avoir quel âge? 11, 12 ans. Ouais. À l'école, c'était les moqueries et tout, mais après ça a corrigé, tu vois. Mais c'est la même chose. Pour ne pas avoir des dents de facochère après. Tu Exactement, des dents qui sortent n'importe comment. sûr, oui. Mais tu vois, ça, c'est parce que tu les as gardées. vois. Oui. Mais c'est le problème des lunettes, c'est que les gens les enlèvent et les mettent pas vraiment tout le temps. Donc souvent, oui, comme moi, comme beaucoup de gens qui ont des lunettes, si tu veux que ça s'arrête, il faut les mettre tout le temps. Après, il y a des gens, bien sûr, qui ont vraiment... Alors, il y a des gens qui ont des lunettes des yeux vraiment presbytes, plus myope, plus nanana. Eux, Ah, c'est tu gâté. peux tout faire. Ouais. C'est gâté. Mais la plupart d'entre nous, si c'est pris assez tôt, parce qu'aussi beaucoup de gens, des fois, ils se découvrent tard qu'ils ont besoin de lunettes. Ouais. Tu te rends pas compte, en fait. Tu vis avec et c'est la norme pour toi. Mais surtout pour nous qui sont tout le temps devant les écrans, en fait. Oui, ça devient autre chose. En plus, on abuse nos yeux, on les détruit. Donc, vraiment, ce que je peux te dire, c'est que, ouais, les lunettes, comme beaucoup de choses, il faut les mettre tout le temps. Dis-moi, tu penses quoi de l'écosystème de la créateur économie africaine, en fait? Avec tout ce monde qu'on a, c'était pas comme ça il y a 15 ans, tu vois. Il y avait pas Toi, t'es beaucoup un de ancien. monde. Après, me demander, moi, toi, tu dis quoi? Parce que toi, t'es plus ancien que moi dans ce monde-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une pléiade de créateurs de contenu. Ouais. Avant, il y avait trop de généralistes. Mais aujourd'hui, tu arrives à avoir des gens qui sont spécialisés uniquement peut-être dans la monétisation, par exemple. Des gens qui sont spécialisés peut-être même dans des domaines où tu n'aurais pas cru que ça pourrait exister en Afrique. Tu vois, moi, j'ai vu des créateurs de contenu africains qui ne te parlent que, en fait, de la conversion. Très bien. Il y a des gens qui ne te parlent que du gros fracking, tu vois ce que je veux dire? Je connais des créateurs de contenu qui te parlent que de CapCut, par exemple. Très bien. Tu vois? Du montage. Ça Ouais. n'existait pas. Avant, on se sentait obligé de parler un peu de tout. Exactement. Parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes pour le faire. Et les abonnés aussi te poussaient un peu à bout. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est très intéressant ce que tu dis là. Parce que pour moi, là, tu as donné un parfait diagnostic de ce qu'il faut faire plus. Moi, Niché? mon sentiment. C'est niché? Ouais. Et ça va plus loin que niché. Moi, je vais très loin. Je pense que dans la créateur économie africaine, on a encore, c'est Kaï qui le dit mieux que moi d'ailleurs, lui, c'est son métier, il te dit, on n'a encore pas assez de spécialistes. On en manque. En fait, si les gens regardent bien, partout dans le monde, en fait, comme tu dis, les créateurs de contenu les plus connus, c'est pas ceux qui parlent de tout. C'est pas vrai. Les créateurs de contenu les plus connus, en général, ont une spécialité. Mais dans cette spécialité, ils vont très profond. Ils vont pas large. Encore une fois, moi, la créateur économique, pour moi, c'est comme l'entrepreneuriat. Deep. Il faut aller deep. Et en fait, la profondeur de tes interrogations, de tes passions, en fait, c'est une fonction de la profondeur de ta curiosité. Les Africains, ce que je peux pousser dans la créateur économie, c'est que vous n'êtes pas encore assez curieux. Vous êtes encore trop superficiel. Vous voulez parler, comme tu dis, parler un peu de tout, parce qu'ils ne vont pas en profondeur dans les choses. Et la curiosité, en fait, c'est le déterminant ultime d'à quel point tu vas devenir quelqu'un d'expert ou d'excellent. Et c'est à quel point tu vas en profondeur. Et les gens, des fois, me demandent, mais comment on va en profondeur? Mais la profondeur, c'est déjà aller dans le détail. Comprendre les détails. Comprendre jusqu'au bout pourquoi les choses sont comme elles sont. Et après, tu deviens capable de challenger les choses comme elles sont. De dire, je comprends que les gens ont toujours fait comme ci, comme ça, parce qu'il y a telle chose qui était comme ça. Mais maintenant, moi, je vois ça qui fait que quand tu le fais comme ça, ça peut marcher mieux, ça peut marcher différemment. L'autre problème que je trouve, c'est le business model et la monétisation. Ouh, alors là, oui, Parce là, que c'est bien de créer du contenu, mais Ouais. est-ce que vous en vivez? Ça, c'est un autre débat, j'avoue. Et ça, c'est... oui, mais parce que beaucoup de gens
le font au début parce qu'ils... Alors, une passion comme tout le monde, je comprends. Ouais, et pire, je pense qu'il y a la passion, ce qui est les meilleurs. Les meilleurs, c'est ceux qui le font parce qu'ils aiment ça. Eux, c'est déjà bien. Mais il y en a beaucoup qui le font parce qu'ils veulent être célèbres. Ils le font pour exister et pour maintenir l'attention des gens. C'est là où ça devient dangereux. Tout créateur de contenu, je pense, il faut autant que tu peux te détacher de l'attention des gens. C'est très dur. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dises, je ne me juge pas à combien de vues j'ai. C'est très, très dur. Tu as toujours des tendances à un moment de te dire, ah putain, là, j'ai quand même fait beaucoup de vues. Ah putain. Du coup, ça te crée la tension d'après. Il faut que le prochain fasse autant de vues. Il faut sortir de ça. Aujourd'hui, je pense que tu es assez respecté quand même dans ton domaine par rapport à toute ton expérience. Quel mot tu as à dire pour terminer? Allez, je te laisse devant la caméra. Quel mot tu as à dire à toute cette nouvelle génération qui se lance et malgré les difficultés et malgré les problèmes, quel est le conseil crucial que tu peux leur donner? Vas-y. C'est intéressant parce que d'habitude, je parle beaucoup de constance, mais vu qu'on a des discussions qu'on a eues, c'est intéressant, tu m'as amené beaucoup sur la profondeur. Oui. Je pense vraiment, allez en profondeur. N'allez pas en largeur, en superficialité. Quand vous dites que quelque chose vous intéresse, allez en profondeur. C'est-à-dire que quand vous commencez à me dire, je sais pas, n'importe quoi, si tu te dis demain, ok, moi j'aime la cuisine, allez en profondeur. Allez pas seulement faire plein de plats. Allez apprendre en détail comment ce plat spécifique, pourquoi, comment on peut le faire de différentes façons, quels ingrédients on peut utiliser différemment, comment on source les ingrédients, qu'est-ce qui fait, quelle est la réaction chimique derrière chacune des préparations et comment cette réaction chimique peut être créée différemment. C'est ça la profondeur. C'est pas dire moi j'aime la cuisine donc je fais plein de plats. Non, il faut aller en profondeur. Et surtout quand tu es jeune, tu n'as que ça à faire en vrai. Tu as le temps. Ton capital, c'est le temps. Quand tu avances dans le temps, plus tu avances, plus tu vieillis, moins tu as de temps, plus tu as, j'espère, de l'argent, ou tu as de l'expérience. Nous autres, là, les vieux, là, il nous reste l'expérience. Nos années qu'on a investies, aujourd'hui, on en tire le profit en disant, je pense même toi, il y a plein de choses que tu vois les gens faire, tu sais, mon ami, ça va pas marcher. Ça va marcher, tu connais, parce que tu l'as déjà essayé, tu as vu des gens déjà essayer. Nous, notre capital maintenant, c'est l'expérience. Donc vraiment, quand tu commences la vie, tu as vraiment trois jauges, en fait, tu as le temps, qui est full au début, tu n'as que du temps. Tu as le capital, l'argent. Bien sûr. Et le capital, des fois, ça inclut l'argent et les relations humaines aussi. Pour moi, c'est les deux. Bien sûr. Le capital humain, c'est les gens que tu connais, les gens qui te font confiance. Ça grandit avec le temps. Et après, tu as l'expérience. Qui est de dire, moi, j'ai fait ça, j'ai vu ci, j'ai connu ça, j'ai été dans telle expérience qui fait que je sais reconnaître qu'est-ce qui marchera, qu'est-ce qui ne marchera pas. Donc, au début, tu as beaucoup de temps. Investis-le pour développer ton expérience. Le capital viendra après, je pense. Mais la priorité, c'est développer ton expérience en profondeur. Donc, s'il y a un mot que je peux dire aux gens, allez en profondeur, arrêtez la superficialité, arrêtez de... Et c'est pas facile, hein. Bien sûr. Parce que la clé pour arriver à ça, c'est ce que Kaï et moi on dit souvent dans le podcast, et c'est ce qu'on pousse comme étant la valeur principale de la Retour dans Sector Africa, qui vient de Gary Vee, la self-awareness. Il faut que tu te connaisses toi, et que tu sois intransigeant sur faire les choses qui t'intéressent toi, pas les choses pour les autres. Souvent, le problème, c'est que même les créateurs de contenu, à un moment, ils s'oublient. Ils s'occupent tellement de les vues qu'ils vont faire, les gens qui vont écouter, qu'ils font pour les gens. Ils font plus pour eux. Alors que souvent, ce qui les a fait connaître, c'est quelque chose qu'ils ont fait pour eux, sans penser aux autres. Donc, c'est ce que je peux dire aux gens, c'est pour aller en profondeur, concentrez-vous sur qu'est-ce qui vous rend différent. Quelle combinaison vous avez qui est différente. Moi, oui, je suis un gars qui est fan de manga, mais qui est tatoué, et qui, en même temps, adore lire des livres de philosophes. Donc, c'est quelque chose de différent. Ton manga préféré du moment, c'est quoi? Alors, en ce moment, j'ai repris entièrement My Hero Academia, du coup, avec ma compagne. On va recommencer Kimetsu no Yaiba, parce que bon, il y a le film qui sort bientôt. Ok. Mais ouais, mon manga préféré, ça a toujours été One Piece, c'est vrai. Ah oui, bien sûr, mais ça c'est... Jusqu'à la mort. Mais moi, ça reste Dragon Ball. Hein. Je sais pas pourquoi. Sérieux? Oui, ça reste Dragon Ball. C'est pas trop mignon, mais écoute. Après, One Piece, c'est vrai que c'est aussi mon coup de cœur. C'est eux seuls qui ont su donner plus de vivacité, de rapidité par rapport à Dragon Ball. Les gens parlaient longuement avant d'aller au combat. Bref, on va pas discuter. On va chaîne de manga, mais en tout cas, tu vois, par exemple, c'est un truc, par exemple, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne de manga. Il n'y a pas de... J'ai envie de le faire, hein, personnellement. Juste, franchement, j'ai pas le temps. Mais, tu vois, par exemple... Un créateur de contenu spécial manga, on n'en a pas vraiment en Afrique. Oui, c'est vrai. On n'en a pas. Mais tu sais qu'il y a un dessinateur africain qui fait des histoires africaines comme des mangas. Oui. Mais j'ai carrément oublié le nom, je mettrai peut-être le... Si tu le retrouves, ouais, moi je veux bien. Mais moi ce que je dis, c'est ça. C'est cette passion-là, il faut créer avec. Alors c'est ça le problème. On est tous nombreux à regarder des mangas. Mais combien d'entre nous vont créer quelque chose à partir de ça? C'est là que je disais la profondeur.
Si tu veux commencer à faire quelque chose, ce que tu consommes tous les jours, crée dans ça. Plutôt que de juste t'asseoir toute la journée à regarder des trucs. Bien sûr. Fais quelque chose dedans. Et ton livre? Et mon livre Du moment? Alors là, je vois que tu as Sadhguru, là, ça m'a attiré l'œil. Mais moi, mon livre de l'année, ça reste le même livre que l'année dernière. En ce moment, je lis Antifragile. Oh, attends, vous êtes nombreux aujourd'hui à lire Antifragile, mais beaucoup me recommandent justement ce livre. Ah, il est incroyable. Nassim Nicolas Taleb. Bon, après, c'est dur, hein, il faut être équipé pour le lire. C'est pas un livre facile. Même moi, je relis plusieurs fois des pages. C'est vraiment intense en termes de réflexion. C'est un livre incroyable, Antifragile, qui oppose justement ce que les gens pensaient, qui est en gros... D'ailleurs, sur les réputations, d'ailleurs, c'est un très bon point d'Antifragile que j'aime beaucoup en ce moment, c'est... Contrairement à ce que les gens imaginent, les chefs, les dirigeants d'entreprise, les gens dans les sociétés ont des réputations plus fragiles que des artisans ou des artistes. Ouais. Les gens qui ont des réputations antifragiles, donc c'est-à-dire pas des réputations, parce que tu as antifragile, solide et fragile. Ah, c'est une trilogie? Non, Ok, c'est dans le même livre? Dans le même livre, il traite les 3 types de caractéristiques. Tu as les choses fragiles, donc c'est les choses qui, quand soumis à un stress, se brisent. Tu as les choses solides qui, même soumis à un stress, restent telles quelles, comme une table. C'est solide parce que même si tu tapes dessus, ça bouge pas. Par contre, tu as les choses antifragiles, qui sont les choses qui, soumis à un stress, changent et deviennent plus solides. La plupart du temps, l'être humain, c'est comme ça. Moi, je me suis cassé la jambe là, dans un accident de moto. Mon os qui a été cassé est plus solide maintenant qu'il ne l'était avant. Mais ça, la question, c'est qu'est-ce que dans ta vie, tu peux faire pour développer ton antifragilité? Qu'est-ce que tu peux faire pour que, quand il y a des stress, des perturbations dans ta vie, tu en sortes plus fort? Et pas juste que tu supportes. Et évidemment, c'est que tu t'y habitues et que tu réessais, en fait. Ouais, il y a l'apprentissage, il y a comment tu construis ton être pour être quelqu'un qui ne dépend pas des autres. Parce qu'en fait, aussi, la fragilité, beaucoup, c'est à quel point tes bases sont solides. Tu sais, le même Nassim Taleb a écrit un livre, Le lit de Procus. Oui, le lit de Procus, yes. Oui, il disait dans une partie, le bodybuilder arrivé à l'hôtel, se faisait prendre ses bagages par le portier. Voilà. Et une fois arrivé dans sa chambre, il se met à soulever des haltères. Tu vois? Et ça rejoint ce que tu dis par rapport à l'antifragile, parce que je pense que Nassim suit quand même une petite ligne. Toujours. Dans tous ses livres, tu vois, du signe noir jusqu'à... Exactement. Sauf Antifragile que j'ai pas encore lu, tu vois. Ouais, il y a Antifragile, Skin in the Game, etc. Il y a une petite ligne quand même qui suit, puisqu'il était trader, je crois. Exactement. Il était trader, tu vois. Donc il suit une ligne où il explique quand même que, quoi que tu fasses, selon moi, la leçon, c'est de répéter. Ouais. Peut-être tu peux avoir des signes noirs, c'est-à-dire que tu peux avoir des événements imprévisibles qui peuvent rentrer dedans, mais en fait, plus tu t'y habitues et tu maîtrises ce que tu fais, plus tu y arrives, quoi. Ouais, donc c'est ça. Donc moi, en ce moment, c'est vraiment mon livre de cette année que je me suis dit, je vais le finir. Parce que je l'ai commencé plein de fois, j'ai jamais fini. Il est très lourd. Donc je vais le finir cette année, c'est mon gros focus là. Merci, Kai. Ah, tu m'appelais Kai là, t'as vu? Attention, j'adore. Tu sais, dédicace à Kai, que les gens sachent que les gens pensent à lui, parce que oui, effectivement, c'est toujours marrant pour moi quand les gens nous confondent, c'est rare, mais toi tu le connais depuis plus longtemps, c'est pour ça. Merci Moulay. De rien, c'était un plaisir. C'était une belle façon de terminer, je crois. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kai, rendez-vous sur le podcast Entrepreneur Secteur Africa, vous verrez qui est l'individu dont parle notre chère fille ici présente. Donc non, merci pour l'invitation, écoute... franchement, c'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec des vétérans, comme j'appelle ça. Écoute, je suis ravi et voilà, venant de toi, c'est vraiment un honneur. Non, je t'en prie, c'est vraiment normal et tu fais l'effort de créer. Je pense que c'est ce que les gens ne saluent pas forcément, c'est que oui, créer dans la durée, c'est rarement célébré. Donc si je peux me permettre, en tout cas, merci. Et puis, je vois que là, tu commences une nouvelle forme de création. Je te souhaite tout le courage de continuer, comme tu dis, de répéter. Beaucoup de courage aussi à toi. Merci. C'est pas facile. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que vous avez adoré ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire tout ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions, je vous aurai tous les liens de ceux dont on a parlé, les livres, les mangas, peu importe. Dans la description, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et allez suivre le podcast de Kai et de Moulay sur leur chaîne. Big up. Merci.